Euh, moi, je vais faire sur le signe enfin, sur le théorème sur un signe du trinôme du second degré. D'accord. Sur le signe de quoi? D'un trinôme du second degré. Ah, le signe, on doit travailler sur le signe. OK. D'accord. Le signe d'un trinôme de second degré, n'est-ce pas? OK. On va faire un truc, on va le faire avec un exemple concret. Je vais mettre un trinôme de second degré, puis je vais t'expliquer comment concrètement avoir le signe. C'est-à-dire comment est-ce que ça, parce qu'on dit signe en fait, ça peut être positif, ça peut être négatif, et comme ça peut changer de signe. Donc, on a trois situations. Si je te donne f de x, on a f de x de façon générale qui est égal à ax carré plus bx plus c. Alors, f de x, bien sûr, pour tout x, peut être, f de x peut être positif pour tout x. Ça veut en fait de dire que si on a le graphique, n'est-ce pas, la courbe reste au-dessus de l'axe des abscisses. Nous sommes d'accord? Oui. Ici, on dit que le signe est complètement positif. On a le deuxième cas où f de x peut être négatif, voilà, sur tous les x. Et dans ce cas, voilà, on a ça. On est en dessous de l'axe des abscisses. Le dernier cas où c'est où f de x est parfois positive et négative, c'est-à-dire change de signe. Change de signe. Donc, on est dans le scénario ci, par exemple, où ça coupe. Et c'est dans le cas où on a deux racines, donc où le polynôme admet deux racines. Et du coup, on va voir que c'est positif ici. Partout ici, c'est positif, n'est-ce pas? Mhm. Ici en bas, c'est cet intervalle-ci, c'est négatif. Nous sommes d'accord? Maintenant, non, ça, D'accord. c'est en théorie. Comment on différencie, lorsque je te donne un trinôme de second degré, comment déterminer le signe concrètement? Première méthode qu'on va faire, c'est qu'on va faire, euh, on va, on va mettre le trinôme sur la forme canonique. Et une fois qu'on a le trinôme sur la forme canonique, si on a deux termes positifs, on sait que c'est positif. D'accord? Ou bien, en fait, bon, ou bien, il y a plusieurs façons. La façon même la plus simple, c'est que je peux calculer le discriminant. Ouais, on va d'abord voir le discriminant. Je calcule le discriminant. Et si le discriminant est négatif, alors le polynôme, le trinôme a le même signe que le signe de A. Prenons un truc et je mets une nouvelle page. Je te donne les méthodes. Parlons maintenant des méthodes. La première méthode, regarde ce que je peux faire. Je peux, en utilisant le discriminant, en utilisant notre delta, n'est-ce pas? Ce que je fais, je calcule mon delta comme étant mon b carré moins 4ac. Nous sommes d'accord? Ouais. Je calcule mon delta comme étant b carré moins 4ac. Je procède en disant, si delta est inférieur à 0, d'accord? La conclusion, c'est que alors f de x a le même signe que a. Un signe constant qui est le signe de a. C'est mieux de dire, c'est mieux de dire que f de x garde un signe constant. Alors f de x garde un signe constant qui est le signe de a, ce ac. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a f de x qui est égal à ax carré plus bx plus c. Donc, en réalité, le signe du polynôme, c'est que si a est négatif, f de x est négatif. En d'autres termes, c'est ça. Si a est négatif, si a est négatif, f de x aussi est strictement négatif. Si a est positif, f de x est aussi positif. Là, rien à faire du signe. Et dans ce genre de scénario où, voilà, soit
on a ça avec A négatif, on est en dessous. Soit on a le scénario aussi où on est au-dessus. On a le signe. Nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, on va prendre le deuxième cas parce que delta peut ne pas être négatif, delta peut être positif, n'est-ce pas? Et si A égale 0, ça fait quoi? Et si A égale 0, bonne question. On va aussi prendre, si A égale 0, tu as bien dit A, Ouais. si A c'est égal 0, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le A, si A égale 0, tu vois au niveau de f de x ici, on a juste bx plus c. On a pu faire un polynôme de second degré. Hmm? Ok. On a fait un polynôme de un binôme en fait. Ou bien en fait un truc, on a fait une fonction affine, ax plus b, bx plus c. Mais là, et avoir son signe, c'est plus ou moins direct, quoi. Nous sommes d'accord, ça change le signe une fois. On va aussi voir ce cas-là. Je vais prendre ce cas si A égale à 0. Maintenant, prenons le cas où delta C, il n'est pas négatif, il est positif. Nous sommes d'accord? Deuxième cas, disons que delta, au lieu d'être négatif, delta C, il est plutôt, on va dire, inférieur ou égal à 0. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on espère? Quand delta est inférieur ou égal à 0, on sait que notre polynôme admet deux racines, n'est-ce pas? Mhm. D'accord. Si ça, c'est le cas, donc on sait que f de x admet deux racines qu'on va appeler x1 et x2. Du coup, bon, le signe, donc, on peut donc faire un tableau de signes pour récapituler. Tableau de signes de f va être donné comme ceci pour récapituler. On fait un tableau de signes. Voilà, bien évidemment, on va supposer que la première racine, c'est plus petite que la deuxième. Donc, qu'on a la première ici, on a la deuxième là. Ça, c'est l'axe des x, on divise comme ça. Et ça, c'est f de x, là. Donc, qu'est-ce qu'on va dire en bas? Je t'avais donné le principe la dernière fois. À l'intérieur des racines, qu'est-ce qu'on a? L'intérieur, c'est moins signe de A. Et que le Et à signe de l'extérieur, c'est super. signe de A. Signe de moins A. Ici, signe de A. Signe de A. Donc, tout, tu vois en fait que le signe du polynôme, ça dépend de deux éléments ici, le discriminant et A. Pour avoir le signe d'un polynôme second degré, on se base plus sur le discriminant et A. On calcule l'état. Voilà. Prenons un truc, prenons des exemples, voir. Donc, voilà tous les scénarios possibles pour décrire le signe. Soit, on a un signe constant, je rentre là. Oups, j'ai mis trois plutôt. Soit, fait, on est là. Oui. Soit, on garde un signe constant, qui est le signe de A. Soit le polynôme f de x est toujours positif ou bien toujours négatif. Bah, toujours positif si A est positif, toujours négatif si A est négatif. Mais là, avec un discriminant négatif. Nous sommes d'accord? Et soit, on a un changement de signe, c'est-à-dire le signe change, un peu comme ici. Euh, Là, un peu comme là, soit le signe change. Donc, on voit qu'en fait, on est peut-être, le signe dépend de vraiment A. Prenons voir des exemples. Je vais reprendre quelques exercices ici. On va prendre. Bon, il y a une troisième méthode que je voulais t'apprendre, en fait, c'est en faisant la décomposition canonique, tu vois un peu. Lorsque tu fais la décomposition canonique, tu peux aussi identifier le signe. Tu peux savoir si c'est strictement positif ou négatif. Bah, je vais prendre un exemple et puis je vais faire les deux méthodes. Je vais faire la méthode dont je suis en train de te parler. Décomposition, la forme canonique. Donc, prenons voir ceci. F de x égale. Là, on est à la page du manuel, page 11. Hmm.
On avait même vu la position relative la dernière fois. Ouais, mais ça, faudrait revoir sur la position relative, pas Bon, trop. on va encore le revoir, mais tout dépend du signe. Même la position relative, si tu as bien compris le signe, tu vas bien comprendre la position relative. Voilà un polynôme, n'est-ce pas? Ouais, De seconde degré, non, on demande d'étudier le signe. On peut dire étudier le signe, ou bien déterminer le signe. De toute façon, ce qu'on te demande, c'est le signe. Qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, je détermine mon delta, mon discriminant. P carré moins 4A fois C. On a fait à moins 1 au carré, moins 4 fois moins 6 fois 6. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 1 plus 6 fois 6, 36. 36, 4 fois 148, c'est ça? Et 6 fois 6 fois 4, on est à 148. On vérifie le calcul. Oh, 144. 145. Qu'est-ce qu'on réalise? On réalise que delta est positif, n'est-ce pas? ouais. Et quand c'est positif, on sait que delta change de signe. On sait que f, désolé, change de signe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut résoudre. Parce qu'on a que lorsque delta est positif, il faut obtenir les racines pour sortir le tableau de signes. C'est seulement lorsque delta est négatif qu'on n'a pas besoin d'obtenir les racines. Parce que lorsque delta est négatif, on n'a même pas de racines. Quand delta est négatif, il n'y a pas de racines. Delta est positif, on obtient d'abord les racines. Donc, on va résoudre. Donc, les racines sont données par, tu te rappelles la fameuse formule des racines là? Moins B moins racine de delta sur deux Mhm. a Voilà. et moins B plus racine de delta sur 2A. 2 a donné, d'accord que moins b, ça va faire moins. Voilà, moins b, moins racine de 145 sur 2 facteurs de moins 6. On a 1 moins racine de 145 sur moins 12. Donc, deuxième racine, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, en quelque sorte, ça va faire 1 plus racine de 145 sur moins 12, n'est-ce pas? Ça s'est coupé un peu. Est-ce que tu m'as entendu jusqu'à ce point? Voici les racines. Ok. Et du coup, Du coup, on a A qui est moins 6 qui est négatif ici. Du coup, le tableau de signes, on peut donner. Déjà, on doit savoir qui est plus grand que l'autre, à ton avis. On peut voir avec quelle valeur est plus grande que l'autre. Si tu fais euh, avec une calculatrice, qu'est-ce que tu obtiens? bah, celle d'en bas, elle est plus petite. Celle d'en bas, elle est plus petite. X est plus petit. Donc, dans notre tableau de signes, ce qu'on va faire, donc on va faire un tableau de signes comme ceci. Donc, ce qui était plus petit, c'était 1 plus racine de 145 sur moins 12. Et puis, on avait 1 moins racine de 145. Ici, on a moins l'infini plus l'infini.
Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà le tableau de signes. Bon, si tu veux, tu décris encore. Si tu veux, tu fais une petite phrase pour décrire. Si tu veux, tu dis, OK, f de x est positive sur l'intervalle 1 plus racine de 145 sur moins 12,1 moins racine de 145 sur moins 12. F de x négative sur l'intervalle moins l'infini 1 plus racine de 145 sur moins 12 union 1 moins. Oups là. 1 moins racine de 145 sur moins 12 plus l'infini. On peut le prendre comme ceci, on peut décrire comme ça, en fin de compte. Ok. Est-ce que nous sommes plus ou moins d'accord? D'accord, d'accord. D'accord. On prend un deuxième exemple. Je vais prendre un deuxième exemple où delta est négatif. Puis je vais faire la méthode, la décomposition de la forme canonique dont je voulais te parler pour aussi avoir le signe. Et on va aussi faire avec delta. Prenons un deuxième exemple. Et on veut toujours étudier le signe de f de x égale f de x égale. Je suis en train de réfléchir à un truc qui est tout. Je réfléchis parce que je vais le construire dans ma tête. OK. 2x carré moins 5x plus 18. D'accord. Voilà, par exemple, f de x, n'est-ce pas? On veut étudier le signe. Ok. Nous sommes d'accord? On va commencer par la première méthode, la méthode qu'on vient de voir, là, dont je viens de t'expliquer. On calcule delta b carré moins 4ac. Alors, on a moins 5 au carré, moins 4 facteur de a, facteur de 18. On a 25 moins 8 fois 18, on a fait à combien? 4 fois 140. 144. Donc, moins 119. Donc, on se rend compte que delta est négatif ici. Ouais, donc c'est toujours positif. Et donc, delta est négatif. Quand delta est négatif, on sait que le signe de f de x, Et toujours du signe de A, voilà, c'est toujours le signe de a ce qui fait que c'est toujours positif. qui Vu fait que A. que, voilà, f de x est toujours positif. Là, c'est très facile lorsque delta est négatif, soit positif ou négatif. Mais lorsque delta est supérieur ou égal à 0, alors il y a des racines qui s'imposent d'eux, donc il y a un changement de signe. Mais regardons voir la deuxième méthode dont je voulais te parler avec la méthode 1.
Deuxième méthode dont je voulais te parler, en passant par la forme décomposition canonique, en faisant la décomposition canonique. Là, ça va te rappeler comment on fait la décomposition canonique. On a déjà vu ça. Ça dit mettre sur la forme canonique, n'est-ce pas? Composition canonique. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu? Je dois mettre une nouvelle page pour la décomposition canonique. Nouvelle page. On a bien, qu'est-ce qu'on a? On a 2x carré moins 5x plus 18. Qu'est-ce qu'on avait dit d'un premier temps? Qu'on devrait factoriser le coefficient de x carré. Est-ce que je te rappelle de cette première étape-ci? Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on devait prendre? Qu'est-ce qu'on devait choper? On devait choper le coefficient de x, qui est 5 sur 2. On devait le diviser par 2. On devait élever au carré. Donc, on devait ajouter ce terme-ci, 5k au carré. On devait l'ajouter et retrancher. On chope le coefficient de x. Là, on est en train de rappeler la décomposition canonique. On chope le coefficient de x, 5 sur 2. On divise par 2. On fait une division par 2. Ça fait 5 sur 4. Puis, on va élever au carré. Donc, ce terme-ci, on va l'injecter là. Donc, ajouter et retrancher. Mm. Donc, c'est ça donc qu'on va faire maintenant. Donc, on a affaire à 5 sur 4 au carré qu'on va ajouter et retrancher dans notre expression. Donc, allons-y. 2 crochet. X carré, il était là, moins 5 sur 2, x il était là. Plus 5 sur 4 au carré. D'accord? Je l'enlève de nouveau. Plus 9. Nous sommes d'accord là? Ouais. Voilà. Regardons donc. On a toujours 2 là, bien sûr. Les 3 premiers termes, ça nous rappelle quoi? Une assez remarquable. Une identité remarquable. Et à ton avis, c'est quelle identité remarquable? Là, c'est A carré moins B carré. Là, j'ai pas vu. C'est quelle identité remarquable? Désolé. C'est A carré moins B carré. Ouais, c'est pas A carré moins B carré. J'ai juste les 3 premiers termes. Ça, C'est ça, A moins B le le tout au tout au carré. carré. Voilà. Et qui est A, qui est donc B? A, c'est X et B, c'est 5 écarts. Super, 5K. On a ça. Euh, donc, ça, c'est pour les 3 premiers termes. Et ce qui reste bas, on va juste avoir 25 sur 16 plus 9. Nous sommes d'accord? Ouais. On a 2 là. X moins 5K au carré. Bah, 25 sur 5, 25 sur 6. On va réduire au même dénominateur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 25 sur 16? On peut juste faire fois 16 là, fois 16. Nous sommes d'accord? Mm. On a 21 plus 9 fois 16 sur 16. Bah, de toute façon, on a le moins ici. On n'oublie pas. Désolé, c'était moi. Est-ce que nous sommes d'accord? Mm. Donc, est-ce que tu peux me faire 16 fois 9, c'est combien? À 144, puis je vais retrancher 25. 119. Donc, moi, je te dis que ce truc-ci, c'est 119 sur 16. Ouais. Ouais, c'est Nous sommes ça. d'accord que c'est 119 sur 16. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que la conclusion que tu peux donner? Je te laisse deviner la conclusion.
Est-ce que tu peux donc deviner? Est-ce que tu peux donner donc une conclusion, Guillaume? C'est-à-dire la conclusion, bien sûr, sur le signe, hein, parce que l'objectif, c'était d'avoir le signe de f de x. Bah, ça, c'est positif. C'est positif. Pourquoi tu le constates? Parce que tu as un Parce qu'il carré ici y a un carré qui est toujours positif. et tu as Et plus c'est un terme. additionné avec un truc de positif. Voilà. Donc, Donc, ça, tout c'est ça est positif, positif. Qu'est-ce que positif. tu dis? Tu vois donc, en passant par la forme canonique, tu trouves tout f de x positif. C'est la même conclusion qu'on a trouvée tout à l'heure en faisant le discriminant. Le discriminant, c'était négatif. Le signe de f, c'est le signe de A. Le signe de, oui, de A. N'est-ce pas? Donc, Ouais. qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu es en train de noter? Je peux te laisser un petit temps pour noter, hein. Non, ça va, ça va. D'accord. Est-ce que tu as maintenant bien compris le signe, comment déterminer le signe d'un trinom? Hmm. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien expliqué, n'est-ce pas? Même la Ouais. méthode, elle est bien expliquée. De toute façon, je vais t'envoyer les images si c'est bien en visio parce que je peux télécharger ça et puis je t'envoie, hein. Ouais, je veux bien. Ouais, ouais, je vais télécharger. Enfin, je peux t'envoyer. Donc, tu avais dit il y avait le signe. Maintenant, on va maintenant revoir.